間で受けるハッピーで森田山で戻すシュートだゴール来た三笘です先制日本。Qualifié pour sa 7e phase finale de Coupe du Monde consécutive, le Japon peut se targuer d'être l'une, si ce n'est la meilleure sélection asiatique. Habitués durant des décennies à jouer les seconds couteaux sur la scène continentale, les Samurai Blue durent attendre 1998 pour découvrir la Coupe du Monde, 4 ans avant d'accueillir le plus grand événement sportif mondial en compagnie de la Corée du Sud. Depuis sa première participation, la sélection nippone s'est grandement améliorée, en attestent ses 3 accès aux 8e de finale de la compétition, celui contre la Belgique étant resté dans la légende. Le Japon disputera ainsi son 7e mondial au Qatar, une nation qui rappelle bien des mauvais souvenirs aux Nippons. Défait lors de la finale de la dernière Coupe d'Asie des Nations en 2019 sur le score de 3-1 face aux Qataris, c'est un autre événement remontant à un soir d'octobre 1993 qui hante encore aujourd'hui les esprits des fans japonais, un match disputé à Doha face à l'Irak, comptant pour les éliminatoires du mondial 1994, connu auprès des supporters nippons comme étant la tragédie de Doha. « 28 octobre 1993. Le Japon affronte l'Irak pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 1994. Des éliminatoires qui commencèrent en avril 1993 lors d'un premier tour de qualification mettant aux prises 29 nations asiatiques réparties en 6 poules. Le Japon hérita d'un groupe abordable et termina à la première place, devançant les Émirats Arabes Unis de 2 points. Le second tour voit les 6 équipes ayant terminé premier de leur groupe s'affronter dans une poule unique. Le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord et la Corée du Sud s'affronteront tour à tour du 15 au 28 octobre 1993 à Doha pour déterminer les 2 sélections qui seront du voyage pour les États-Unis. Les Samurai Blue démarrent mal en obtenant le nul 0-0 face à l'Arabie Saoudite lors de sa première confrontation, puis s'inclinent 2-1 face à l'Iran. Portés par ses attaquants Kazuyoshi Miura alias King Kazu et Masashi Nakayama, les Nippons écrasent la Corée du Nord 3-0 avant de créer la surprise face à la Corée du Sud. N'ayant pas gagné une seule de ses 9 dernières confrontations face aux Sud-Coréens, les Japonais l'emporteront sur la plus petite des marges grâce à ce but de King Kazu. À l'issue de l'avant-dernière journée, le Japon est en tête avec 5 points, mais doit tout de même remporter son dernier match pour assurer sa qualification et disputer sa toute première Coupe du Monde. Juste derrière, toutes les autres nations, excepté la Corée du Nord, sont encore en lice pour terminer aux 2 premières places, synonyme de qualification pour le mondial américain. Cette première place provisoire semble être une évidence de nos jours tant le Japon nous habitue à de telles performances à l'échelle internationale au cours de ces dernières années. Mais une rapide contextualisation s'impose.
Le Japon n'avait jamais participé à un mondial et ne remporta entre 1930 et 1982 qu'un seul match d'éliminatoire. L'accueil des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 et les performances de la sélection olympique menée par sa star Kunishige Kamamoto durant les années 60 permirent la création d'un championnat de football amateur, la Japanese Soccer League, qui n'eut finalement pas d'effet escompté. Mais un événement totalement imprévu fera figure de déclic pour le football japonais, et ce en 1981. Connu en France sous le titre Olive et Tom, Captain Tsubasa fit un carton international au début des années 80. Que ce soit sous forme de manga ou d'anime, le succès fut tel qu'il créa un réel engouement populaire autour de la sélection japonaise, qui obtient d'ailleurs de bien meilleurs résultats à partir de la fin des années 80. Le passage au monde professionnel se fit en 1992 avec la création de la J-League. Sa toute première édition rivalisera en termes d'affluence avec les plus grands championnats au monde et attirera des stars internationales telles que Zico, Pierre Littbarski ou encore Gary Lineker. Cette même année, les Samurai Blue remportèrent leur premier titre avec la Coupe des Idées Nations et on se met donc à croire sérieusement en une possible qualification de la sélection pour la prochaine Coupe du Monde. Les espoirs d'une première participation reposent donc sur cette dernière confrontation face à une nation irakienne expérimentée puisqu'elle participa au mondial en 1986. Mais le Japon n'est pas en reste, bien au contraire, car sa génération dorée peut faire pâlir bon nombre d'équipes. C'est tout un peuple qui s'unit derrière son équipe et c'est l'optimisme qui règne. Au vu de la dynamique du groupe nippon et de la confiance qui règne dans et autour de la sélection, rien ne peut arriver aux Samurai Blue. Après avoir écrasé la Corée du Nord et avoir mis fin à 9 années de disette face à la Corée du Sud, on se dit que la qualification est pratiquement en poche et que la fête puisse déjà commencer. イランはどうですか。日本どんなところを攻めていけば日本勝てそうですか。そして応援する私たちの心は一つ。なんとか。 Dirigée par Hansoft, la sélection nippone fait donc face à son destin et peut écrire la plus belle page de son histoire au cours de ses 90 minutes. Il est 16h15. Le coup d'envoi va être donné au stade Al-Ahli de Doha devant 4000 spectateurs. Au même moment, dans la capitale qatari, se jouent les deux autres rencontres décisives pour la qualification mondiale. La Corée du Sud affronte son voisin nord-coréen, tandis que l'Arabie Saoudite fait face à l'Iran. Le Japon adopte un jeu offensif et se découvre d'entrée de jeu. À la 6e minute, sur un contre mené par Kenta Hasegawa, Nakayama conserve le ballon côté droit pour remiser sur Hasegawa dont la frappe heurte la barre transversale, mais par chance, Kinkazu est au 6 mètres pour reprendre de la tête et permettre aux Japonais de mener au tableau d'affichage. Le match s'équilibre alors et aucune équipe n'arrive à prendre l'ascendant, bien que les Irakiens aient la possession du ballon. À la mi-temps, le score n'évolue pas, tandis que l'Arabie Saoudite mène 2-0 face à l'Iran et que la Corée du Sud est tenue en échec par son rival nord-coréen. Le Japon est alors leader virtuel du tour final et qualifié en compagnie des Saoudiens pour le mondial américain. Au retour des vestiaires, des Irakiens survoltés confisquent le ballon et campent dans la moitié de terrain nippone. La première grosse alerte vient de ce but d'Ahmed Radi, refusé pour hors-jeu après un joli travail effectué sur l'aile gauche par Leif Hussein. Les difficultés rencontrées par le Japon en cette seconde période se confirment avec l'égalisation de l'Irak par l'intermédiaire de son capitaine Ahmed Radi, qui se faufile entre les défenseurs sur une longue ouverture d'un de ses partenaires avant de battre de près le gardien Matsunaga.
Au même moment, la Corée du Sud mène 2-0 face à la Corée du Nord, tandis que les Saoudiens mènent 3-2 face à l'Iran. Les Japonais sont alors virtuellement éliminés. Des Japonais qui subissent les assauts irakiens en témoigne cette superbe percée d'Al-Akadim qui s'en va seul vers le but adverse. Le Japon ne baisse cependant pas les bras et à la 70e minute, sur une récupération de Katsuya, Rui Ramos lance dans l'axe Nakayama qui profite d'une erreur de placement défensif pour se présenter face au gardien adverse. Les Samouraïs Blues rétablissent la situation en menant 2-1 à 20 minutes du terme de la rencontre et délivrent alors tout un peuple. Les Japonais doivent tenir le score et jouent désormais la montre. On approche de la fin du match et les deux autres parties se sont déjà achevées. L'Arabie Saoudite et la Corée du Sud se sortent vainqueurs de leurs confrontations respectives, obligeant les Nippons à ne pas encaisser de but. Les Irakiens tentent de trouver l'ouverture en jouant leur va-tout offensif, mais Matsunaga sauve toute une nation grâce à de superbes envolées. On est à la 90e minute et seule 1 minute de temps additionnel est ajoutée par l'arbitre de la rencontre, le Suisse Serge Mumenthaler. 1 minute qui s'avéra longue, très longue, la plus longue de l'histoire du football japonais. Terrible désillusion au stade Al-Ahli de Doha pour les Samouraïs Blues. Ce qui devait être une soirée de rêve et de fête pour près de 125 millions d'habitants s'est soudainement transformé en cauchemar, ou plutôt ce qui sera justement nommé par la suite une tragédie. Le Japon avait son destin entre ses pieds, mais n'a pas su convertir une occasion en or de disputer sa toute première Coupe du Monde. Mais comment expliquer une telle déconvenue ? L'inexpérience dans un premier temps, le Japon n'ayant jamais joué un match de tel enjeu. L'accumulation des matchs se fit sentir sur le terrain, les Japonais ayant enchaîné 5 rencontres de très haut niveau et de haute intensité en l'espace de 14 jours. Un abus de confiance également régnait tant au sein de la sélection que du côté des supporters, trop enthousiastes et qui se voyaient déjà en Amérique. D'ailleurs, la totalité des joueurs et supporters exultaient après la victoire face à la Corée du Sud, à l'exception de 2 personnes. Rui Ramos, milieu vétéran de cette sélection qui répétait sans cesse que la qualification n'était pas acquise, sachant par ailleurs qu'à 36 ans, il n'aura plus la possibilité de disputer de nouveau sa chance pour un mondial, ainsi que le sélectionneur néerlandais Hans Hooft, qui jouait tout simplement sa place lors du dernier match face à l'Irak, car la responsabilité d'une défaite et d'une non-qualification lui serait fatalement incombée. Aussi, des tensions entre Ramos et Hooft ont été par la suite dévoilées dans les médias, notamment concernant l'approche tactique au niveau offensif. Hooft, pragmatique, demandait à ses joueurs de privilégier le jeu en contre-attaque avec débordement et dédoublement sur les ailes, tandis que Ramos, milieu créatif axial et adepte du beau jeu, souhaitait plus de construction, notamment au cœur du jeu. Ce conflit fut par ailleurs alimenté par le statut de Ramos. Avec 16 années d'expérience de haut niveau au Japon, celui-ci était considéré par ses coéquipiers comme une sorte d'entraîneur bis, sa parole ayant beaucoup de poids, si ce n'est autant que le sélectionneur. Ces tensions furent apparues dès l'arrivée d'Hooft à la tête de la sélection, peu avant la Coupe d'Asie des Nations 92. Mais l'union sacrée formée autour de l'équipe après la victoire lors de cette compétition, ainsi qu'une longue discussion entre les deux protagonistes, permirent d'atténuer les rancœurs malgré des désaccords tactiques. Enfin, il ne faut pas négliger la qualité de l'adversaire du jour. L'Irak réalisa une seconde mi-temps de très haute volée, et ce sans doute en raison d'un facteur peu connu des médias japonais. Uday Hussein, fils du dirigeant Saddam, était alors président de la fédération irakienne et avait comme habitude de torturer ses joueurs en cas de mauvaise prestation. Bains glacés, emprisonnement, coups de fouet, certains joueurs étaient même tabassés, voire assassinés. À la mi-temps,
Ce dernier signifia à ses joueurs qu'en cas de défaite, ils seraient tous envoyés en première ligne sur le front kurde, alors que la guerre du Kurdistan faisait rage au nord du pays. La tragédie de Doha aurait pu être bien plus terrible côté irakien en cas de défaite. Au Japon, les leçons ont été tirées de cette débâcle et c'est juré, on ne les y reprendra plus. Les insulaires ne manquèrent pas une seule des 7 dernières éditions du mondial de football. 4 ans après la tragédie de Doha, succéda la joie de Johor Bahru. Dans cette ville située à l'extrême sud-est de la péninsule malaisienne, le Japon disputa un match de play-off face à l'Iran, attribuant une place directe pour la phase de groupe du mondial 98, le perdant devant disputer un match de barrage face à l'Australie. Mené 2-1 à un quart d'heure de la fin, le Japon égalise et emmène l'Iran en prolongation avant que Masayuki Okano ne délivre le pays du soleil levant en marquant un but en or à la 118e minute. Un pied de nez au traumatisme de 93, bien que très peu de joueurs ayant vécu cette désillusion ne participèrent à la Coupe du Monde organisée en France 4 ans et demi plus tard. Un traumatisme qui permit au Japon de se renforcer pour devenir la plus grande sélection asiatique du XXIe siècle.